vous raconter un peu le Mali de la première République. C'est dans ce cadre-là qu'on est là ce matin. Je vous remercie d'avoir fait cette démarche. Nous, en tant qu'aînés, nous étions encore gamins lors de la période de la première République. Mais nous pouvons dire aujourd'hui dans ce pays que nous en sommes le produit. Moi, personnellement, je suis un produit de la réforme de 62. Parce que la réforme de 62 m'a trouvé juste en train de finir donc l'école primaire. Donc c'est une période qui a été un effort, il y a eu un gigantesque effort pour repenser le pays. Le mérite de nos aînés de la première République, c'est qu'ils ont hérité d'un pays colonisé. Un pays colonisé où tout était à faire, où il n'y avait pas de ressources humaines qualifiées, contrairement à aujourd'hui. Mais il y avait d'immenses défis à relever. Défi de reconstruire ou de construire un pays absolument neuf, partir de rien, sans avoir les ressources matérielles, financières, humaines, et sans avoir aussi de modèle devant eux. Donc, même le modèle du Mali nouveau était à inventer. Donc, souvent, je dis aux jeunes que Modibo Keïta nous a appris une chose, l'esprit d'invention et de créativité. Donc, autonomie de pensée, autonomie dans l'action, esprit de pensée, esprit d'inventivité et de créativité face aux défis qui étaient ceux de leur génération. Un des immenses défis a été donc d'essayer de regrouper les Maliens. Souvent, je fais des parallèles entre la situation désastreuse du Mali à l'époque des années de l'indépendance et aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, les désastres que nous vivons, peut être comparé. Les Modibo Keïta avaient une situation pire. Je disais tantôt qu'ils n'avaient pas aussi à leur disposition les ressources humaines de qualité. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de diplômés à tous les niveaux. Et les quelques rares bacheliers se comptaient sur le bout des doigts. Pratiquement pas de master, rien du tout. Donc tout était à faire. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de cadres. Bon, il est vrai que la grande différence entre cette période et aujourd'hui, c'est que le Malien des années 60 était un Malien structuré, donc qui avait de la consistance, qui avait un regard sur sa civilisation, qui était imprégné de certaines valeurs. Quand on voit le Malien d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, le matériel humain est complètement différent. Bien que ce matériel humain, au temps de Modibo Keïta, était structuré, était peu nombreux, peu éduqué, il y avait peu de cadres. Mais le mérite de Modibo Keïta, c'est d'avoir su rassembler les Maliens d'horizons divers. Souvent, on fait une lecture erronée de l'histoire de la constitution du RDA. Le professeur Feu Charles Daniko a fait sa thèse dessus. Et le doyen Amadou Djikroni Traoré a fait beaucoup de publications, il y a beaucoup de la documentation. Donc, la documentation existe pour permettre à la jeunesse d'aujourd'hui d'aller comprendre comment a été forgée l'Union soudanaise d'Arrière. Parce que la mauvaise lecture de l'histoire nous a habitués à dire ouais, c'était un parti unique, une dictature, etc. C'est une lecture complètement déformatrice de la réalité. Le RDA était un mouvement. Comme son nom l'indique, un rassemblement. Donc il a fallu rassembler les Maliens de différents horizons, de différents partis politiques. Même le PSP dont on parle aujourd'hui, le PSP a intégré le RDA.
Et il y a des documents là-dessus. Aujourd'hui, les gens disent oui, c'était RDA, PSP, mais le PSP a fini par rejoindre le RDA. Des hommes de figure, de grandes figures, comme le feu, donc, Tijane Faganda Traoré, qui était un leader, un grand leader du RDA, un des piliers du RDA, qui a fini par rejoindre, donc, du PSP, qui a fini par rejoindre le RDA. Il faut dire aussi qu'il y a eu d'autres jeunes à l'époque, même Amadou Djikoroni lui-même, était du PAI, c'était la section malienne du PAI. Le PAI, c'est le grand parti africain de l'indépendance, fondé par Majmoud Diop au Sénégal. Donc il y avait une section malienne. Feu Amadou Djikoroni était aussi un grand responsable du PAI, qui est venu aussi rejoindre le RDA pour un peu renforcer ce courant nationaliste. On peut dire que le RDA a été constitué par différents courants qui lui ont permis d'être un grand parti qui a conduit l'ensemble des Maliens à l'indépendance. L'autre aspect donc du RDA qu'il faut souligner aussi, c'est que ce n'est pas seulement dans notre espace géographique territorial qu'on appelait le Soudan à l'époque, mais aussi le RDA existait dans d'autres pays africains. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y avait le RDA. Et au Niger, ça existait. En Guinée, ça existait. En Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, ça existait. Au Bénin, ça existait jusqu'en Afrique centrale. On peut dire qu'en même temps, le RDA était un grand parti panafricain. Donc il avait pour ambition de conduire l'ensemble des territoires français de l'époque en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale dans un même élan de conquête de l'indépendance nationale. Ça veut dire qu'à cette époque, on avait vu grand. Donc il est important de souligner cela aussi parce que la balkanisation de nos États a été un grand handicap et le reste encore aujourd'hui. Donc penser un parti à l'échelle africaine, c'était une grande audace à l'époque. Donc nos aînés ont fait ce travail-là. Bon, ça n'a pas conduit aux résultats espérés parce que hélas, bon, il y a eu les interventions françaises, l'ingérence française qui a fait que ce front a fini par se disloquer et les gens être isolés territorialement, chacun dans son espace. Bon, donc ce sont ces regroupements des forces, ce qu'on peut appeler les forces vives de la nation, qui ont permis au RDA d'aller à l'indépendance. Et je rappelle aussi aux jeunes le congrès constitutif du 22 septembre qui a conduit le Mali à l'indépendance. Si on lit les documents de l'époque, on comprend aisément que ce sont les syndicats et les jeunes qui étaient vraiment les acteurs essentiels donc, de ce mouvement de l'indépendance et qui ont décidé de donner les orientations politiques que nous avons connues pendant la Première République. Orientations politiques qu'on a appelées globalement l'option socialiste. Mais cela se traduisait en quoi? Cela se traduisait par des prises de souveraineté, des prises immédiates de souveraineté. D'abord, le contrôle des ressources nationales. Donc, il fallait donner une base économique au nouveau pouvoir, d'où les nationalisations. La prise de contrôle par l'État des secteurs vitaux de l'économie et la création des entreprises et sociétés d'État. Ça a été un tournant majeur. Et à l'époque, on n'avait pas d'exemple en Afrique. Donc, quand on vous raconte un peu comment, par exemple, une entreprise d'État comme la Somiex a été constituée dans le cadre du blocus économique de l'époque, parce que les sociétés françaises qui existaient donc, ont provoqué une raréfaction des denrées de première nécessité. Donc la réponse du RDA à l'époque a été de créer la Somiex. Et on a donc mobilisé rapidement les ressources pour aller chercher un peu partout des biens de première nécessité et ouvrir
donc des magasins et des dépôts sur toute l'étendue du territoire où on vendait donc les mêmes denrées au même prix sur toute l'étendue du territoire. Donc il y a beaucoup d'autres secteurs qui se sont constitués comme ça, et même en ce qui concerne la compagnie malienne des transports routiers, SEMTER à l'époque, on est allé acheter des camions pour approvisionner le Mali. On a créé aussi des industries de transformation alimentaire comme la Socoma, donc les usines de tabac et d'allumettes, les usines de chaussures Tamali. On a créé aussi une compagnie aérienne Air Mali. On a créé aussi une société de télécommunications, la Sotelma à l'époque. On a créé beaucoup de choses, y compris aussi une cimenterie. Donc ça veut dire qu'il y a eu un programme d'innovation économique qui a permis à l'État de prendre le contrôle de l'économie. Mais on ne s'est pas arrêté là. On s'est donné un outil aussi de financement de cette économie à travers le franc malien. Donc, émission d'une monnaie nationale qui permettait donc à l'État d'avoir les ressources financières nécessaires pour financer sa politique économique. Il y a eu d'autres réformes au niveau de l'éducation, la fameuse réforme de 62, décoloniser donc les mentalités, donc formation de cadres nécessaires à l'économie nationale, de cadres en nombre et puis en qualité, donc valorisation du patrimoine culturel et des langues nationales. Donc il y a eu une école qu'on a inventée de toutes pièces pour remplacer l'école coloniale. Et il fallait former rapidement les ressources humaines indépendantes et nécessaires à cet effet. Il y a aussi sur le plan de la souveraineté sécuritaire, très rapidement, on a demandé le départ des troupes françaises qui stationnaient dans le pays. Donc rapidement aussi, on est allé à la construction d'une armée nationale qu'on a équipée à l'époque. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a eu un effort colossal qui a été fait et qui faisait qu'à l'époque de ces débuts des années 60, le Mali était devenu une grande puissance sous-régionale respectée. On avait aussi une diplomatie qui portait, qui faisait que le Mali a beaucoup contribué aux luttes de libération des autres territoires africains non indépendants. On a envoyé de l'argent, des instructeurs militaires, puis des armes à des pays en lutte pour leur indépendance, notamment les anciennes colonies portugaises et aussi les pays de l'Afrique australe. Donc, même aux côtés de nous, en Algérie, le FLN avait sa base à Gao. Donc, le Mali a beaucoup contribué aux luttes de libération en Afrique. Et l'adhésion de l'Algérie aux Nations Unies a été parrainée par nous. Donc, vous dire que ce pays avait des ambitions qui faisaient qu'on était un pays écouté, respecté, qui avait une certaine audience, mais qui constituait en même temps, aux yeux du colonisateur français, un exemple assez négatif. Donc, parce que là, on avait le sens de la souveraineté, le sens de la dignité, le sens de la fierté. C'était aussi quelque chose de très important à l'époque, parce que le Malien avait la réputation de quelqu'un de sérieux, de travailleur, et il était respecté par sa rigueur et son sens éthique. Donc ceci est important. Et quand on écoute les hommages qui ont été rendus à Modibo par Léopold Sédar Senghor et puis Mamadou Dia, quand on lit leurs témoignages par rapport à Modibo Keïta, on comprend mieux donc ce que représentait le Mali à l'époque. Même quand on lit les mémoires de De Gaulle le dit, Modibo Keïta était un homme fier. Il disait que c'était un des rares chefs africains qui le regardait les yeux dans les yeux sans baisser la tête. Donc, être malien, ça avait une signification à l'époque. On peut rappeler souvent aux jeunes
de la prise de pouvoir de Modibo Keïta de 60 à nos jours, il n'a jamais mis le pied sur le territoire français. Jamais. Alors qu'on constate aujourd'hui que nos chefs sont tout le temps en France. Lui, il n'a jamais mis le pied sur le territoire français. Et une fois de retour de Belgrade, quand il avait été désigné avec Souhait Carnot et d'autres pour aller porter la parole des non-alignés aux grandes puissances, notamment aux États-Unis, lorsque son avion devrait survoler le territoire français, il a demandé aux pilotes de ne pas rentrer dans l'espace aérien français, contourner l'espace aérien français pour aller en direction de l'Amérique. Donc c'est quelqu'un qui veillait vraiment à l'indépendance et à la souveraineté du Mali. Donc il n'acceptait en aucun cas que le moindre geste, le moindre propos, la moindre attitude puisse porter donc atteinte à l'esprit d'indépendance et de souveraineté du Mali. Donc ceci est important à cette époque-là. Et quand on relit ses discours, on comprend toute sa philosophie de pouvoir, toute son orientation idéologique. Ceci est important à souligner pour les jeunes aujourd'hui parce qu'il faudrait bien qu'ils comprennent qu'on ne peut pas diriger un pays, conduire un pays si on n'a pas une vision stratégique. Ceci est fondamental. Aujourd'hui, nous n'avons plus en politique de vision stratégique. Qu'est-ce que nous avons? Nous parlons simplement de bailleurs de fonds. On élabore des projets pour aller chercher des bailleurs de fonds. Au temps de Modibo Keïta, on faisait les choses sans bailleurs de fonds. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites, prises à l'époque. Il y avait de grands chantiers qu'on appelait les investissements humains. Il y a beaucoup de routes qui ont été construites par les Maliens eux-mêmes avec l'effort national. On n'avait pas eu besoin de bailleurs de fonds. On a mis en route donc des entreprises. On n'a pas demandé des bailleurs de fonds. C'était l'État lui-même qui était l'actionnaire principal. Il y a eu des coopératives qui ont été montées où on faisait appel aussi donc, aux populations pour monter des activités qui leur faisaient, qui leur procuraient des revenus. Donc il y a eu l'accent a été mis sur l'effort national. Je pense aujourd'hui que cela est une leçon pour les jeunes d'aujourd'hui. Seul l'effort national peut permettre au pays donc de s'en sortir. Il ne faut pas compter sur l'extérieur. Ce que l'extérieur ne peut apporter n'est qu'un emploi. Mais si on compte sur l'extérieur, il va de soi que le financement extérieur va nous imposer des conditionnalités qui ne vont pas globalement dans le sens de nos intérêts. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des politiques de conditionnalité. On nous a dit, bon, pour avoir tel financement, il faut privatiser tel secteur, il faut faire en sorte que la fonction publique ne recrute plus, il faut arrêter le financement des secteurs sociaux tels que l'école, les services de santé, les services sociaux de base, etc. Le résultat, ça a aggravé la misère. On a privatisé tous les secteurs essentiels de l'économie, alors que chez eux, ceux qui nous disent cela, d'abord, ça n'a jamais marché nulle part. L'Amérique latine a connu les programmes d'ajustement structurel, ça n'a jamais réglé le problème au niveau de l'Amérique latine. Donc ici, dans nos pays, depuis les années 70, notamment au Mali, on est dans les programmes d'ajustement structurel et ça n'a pas amélioré la situation, au contraire, la situation s'est aggravée. Nous avons produit un système monstrueux où le pays ne produit plus rien. Si on prend le cas du Mali, à l'époque, il y avait des concentrés de tomates, il y avait du savon, il y avait de l'huile, il y avait des produits de première nécessité qui étaient fabriqués au Mali. Aujourd'hui, allez un peu voir sur le marché malien les boîtes de tomates, les boîtes d'allumettes, le savon et l'huile sont des produits importés, parfois fabriqués dans les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, parfois ça vient même du Togo et d'ailleurs.
nous constatons que nous avons un désastre économique. La production nationale malienne s'est effondrée. Il suffit de voir pour aller dans les marchés hebdomadaires, le long des routes un peu dans le pays, vous allez vous rendre compte que les produits nationaux ont disparu des marchés. Ça veut dire qu'il y a une production nationale qui s'est effacée. Quand on voit la photo officielle de Modibo Keïta, il est dans une tenue tissée ici qu'on appelait le Niaga. Le métier de tisserand a disparu. Et aujourd'hui, c'est le Burkina qui a essayé de relancer de façon d'enfanée. C'est un peu donc ce que nous produisions ici. Donc le métier à tisser a disparu de notre espace. On peut dire la même chose par exemple par rapport à la forge. À l'époque, on avait créé donc des usines pour créer des charrues, des charrettes, etc. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Donc nous importons ce petit matériel agricole que nous étions en mesure de fabriquer à l'époque aux années de l'Union soudanaise. Quand on regarde même à d'autres niveaux, nous avions aussi même une société de production radioélectrique où on produisait des radios à l'époque, des électrophones et beaucoup de matériel. Aujourd'hui, cela aussi a disparu. Ça veut dire qu'au niveau de l'espace économique, le bilan est un désastre. On peut dire la même chose en ce qui concerne la qualité de l'enseignement aujourd'hui. Tous les Maliens se disent l'éducation, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. De plus en plus, on se rend compte que le niveau et la qualité de l'enseignement dans nos établissements, du premier cycle jusqu'au niveau de l'université, le niveau de la qualité a baissé. C'est un désastre. Donc les ressources humaines qui existent sont de plus en plus mal formées. Et on peut s'en rendre compte sur le marché du travail. Les quelques entreprises étrangères qui sont là, quand ils doivent recruter du personnel, souvent recrutent du personnel non malien. Parce qu'ils se disent que les produits maliens sont mal finis, ne sont pas au niveau. Et souvent, donc, on recrute des Burkinabés, des Sénégalais, des Togolais, etc. On peut même s'en rendre compte entre Maliens. Si vous voulez aujourd'hui avoir un bon maçon, il vaut mieux aller choisir un Sénégalais, un Togolais, un Ghanéen, un Ivoirien plutôt qu'un Malien. Si vous voulez un bon électricien, il faut aller chercher donc un Togolais, un Ghanéen, etc. Donc, de plus en plus, les ouvriers, même que nous avons, ne sont pas des ouvriers qualifiés sur le plan professionnel. Nous avons perdu l'habitude de faire du bon travail, même au niveau de la cordonnerie. Si on va par exemple, moi une fois je suis allé à Kidal, j'ai été à l'artisanat de Kidal, il y avait les produits les mieux finis, c'était des produits qui venaient du Niger. Donc ça veut dire même au niveau de nos artisans, il y a une baisse de la qualité du travail. Ça veut dire que quelque chose se passe mal dans la tête du Malien et qu'il va falloir corriger. Donc, la Première République peut être une source d'inspiration à plusieurs égards. Donc, même sur le plan donc, de la valorisation du patrimoine culturel, un gros effort avait été fait. À l'époque, donc, il faut voir la qualité de nos artistes, la qualité sur le plan musical. Et on peut dire que le cinéma malien est né au Mali. Les premiers grands films africains sont sortis donc, du Mali. Et sur ce plan, aujourd'hui, on voit que c'est le Burkina qui a récupéré cela à travers le FOSFA. Quand on voit aussi les semaines de la jeunesse, aussi là, il y avait une valorisation du patrimoine culturel. Là aussi, c'est le Sénégal qui a récupéré les semaines de la jeunesse. Quand on voit aussi ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le Massa, des arts africains, c'est également la Côte d'Ivoire qui a récupéré. Or, tout cela avait pour personne le Mali. Et je rappelle aussi que si la musique a pu percer en Côte d'Ivoire et au-delà, il y a eu aussi à l'époque un grand Malien qui s'appelait Bonkana, qui a formé beaucoup d'artistes sénégalais et beaucoup d'artistes ivoiriens.
et qui était écouté et respecté en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous en avons fait? Pourtant, il a été formé au conservatoire de la Havane. Et ils avaient lancé donc, des orchestres ici à l'époque. Ça veut dire aussi que ce sursaut musical-là, a pris sa source au Mali, mais c'est d'autres qui le récupèrent. Donc ça veut dire que nous sommes interpellés aujourd'hui, nous, notre génération, et ceux qui viennent après nous, par rapport à l'héritage que nous leur laissons. Nous avons saccagé largement cet héritage. Sur le plan économique, il n'y a plus de production nationale. On a tout privatisé. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment faire en sorte de faire renaître la production nationale? Ça, c'est un défi. Comment faire en sorte que nous ayons des ressources humaines de qualité? Nous avons tout saccagé. Aujourd'hui, donc, il est important de comprendre qu'un pays n'a pas d'avenir si sa jeunesse n'est pas bien formée. Le défi essentiel, c'est le défi de l'école. Non seulement l'école n'est plus un lieu d'apprentissage ou d'ambition intellectuelle, de quête du savoir. En plus, même au niveau de la société, quand on voit un peu le comportement des Maliens dans la rue, le non-respect des règles élémentaires de la circulation, les conséquences dramatiques que cela amène, les accidents absurdes et multiples, les pertes de vie humaine, ce que ça coûte à l'État, alors qu'il suffit simplement d'imposer aux citoyens le respect strict donc, des lois. Évidemment, cela signifie que ceux qui sont chargés de faire respecter ces lois-là doivent être exemplaires. L'exemplarité est indispensable si on veut apporter du crédit donc, à l'action des pouvoirs publics. Il en va de même de la lutte contre la corruption. Elle s'est généralisée, elle s'est démocratisée, elle s'est enracinée. Donc pour lutter contre la corruption, il faut en revenir aux valeurs saines. Aux valeurs saines qui étaient les nôtres avant. Cela suppose qu'il y ait un État exemplaire. Il y a beaucoup de domaines donc, où on peut pointer du doigt un peu nos faiblesses, même dans le système de santé. On avait à l'époque monté une médecine traditionnelle, une pharmacopée traditionnelle, maintenant qui battent de l'aile. Et ce sont quelques initiatives privées qui essaient de combler ce déficit. On avait même un laboratoire, à un moment réussi ici à construire un laboratoire pharmaceutique qui produisait 40 produits de base qu'on fabriquait sur place. Évidemment avec le concours de la Chine. Aujourd'hui, le marché malien est inondé de produits pharmaceutiques qui viennent d'un peu partout, d'Égypte, d'Inde, un peu partout, du Nigeria, parfois des produits falsifiés et trafiqués. Donc, cela veut dire que dans le domaine de la santé aussi, nous devrions nous donner des instruments d'assurer l'approvisionnement correct des populations en ce qui concerne les médicaments de base et les médicaments de qualité. Il y a beaucoup de chantiers qui restent ouverts dans ce pays, mais je conseille suffisamment aux jeunes de tourner un peu le regard vers le passé et de se dire que le désastre que nous vivons aujourd'hui n'est pas une fatalité. Il existe des solutions. Ces solutions ont été inventées par une bonne partie de ces solutions a été inventée par la Première République. Mais ce qu'il faut dire aux jeunes surtout, ce qui fait la richesse d'un pays, c'est le matériel humain. Donc la ressource humaine est fondamentale. Il y a des pays qui se sont développés qui n'ont pas de grandes ressources humaines. On peut citer aujourd'hui dans le monde le cas du Japon. Le Japon n'a ni acier, ni pétrole, etc. Mais c'est devenu une grande puissance industrielle. On peut citer d'autres cas, même ici en Afrique, tout près de nous, chez nous. Il y a un pays qu'on cite souvent en exemple, c'est le Rwanda, qui est sorti d'une guerre civile désastreuse, plus de 800 000 morts. Un pays détruit, complètement détruit, et qui aujourd'hui
a réussi à se construire. Parce qu'il y a à sa tête un homme de vision et un homme de principe, un homme de rigueur. Donc aujourd'hui, on nous fait croire que c'est le modèle, c'est la démocratie qui a la solution. Or, plus nous sommes accaparés de ce modèle démocratique, plus ça a été le désastre à tout point de vue. Ça veut dire que même en ce qui concerne les modèles d'organisation sociale et politique qu'on vient de faire miroiter sous nos yeux, cela ne permet pas aujourd'hui aux Maliens de se rassembler. Nous avons plus de 200 partis politiques. Et avec quel résultat? On vient nous dicter donc des modèles démocratiques qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent même pas en Occident. Aujourd'hui, aux États-Unis, il est rare que 45 à 50% des citoyens américains participent aux élections. En France, c'est pire. Ça veut dire que même dans ces pays qu'on dit grande démocratie, les citoyens donc réalisent que ce qui se passe dans le pays ne les concerne pas. Et donc il n'est pas étonnant que nous, au Mali, qu'il y ait à peine 30% des Maliens qui participent aux élections. Ça veut dire que le modèle de gouvernance que nous avons ne marche pas, n'est pas fonctionnel. Donc il faut le remettre en cause. On peut aussi réfléchir à ce modèle en se référant un peu à notre passé, à notre histoire. Je cite souvent l'exemple, il suffit simplement d'aller dans certains villages à l'intérieur du pays et de voir dans le Dougouti-Boulon comment les problèmes du village sont abordés et traités par les villageois eux-mêmes. Souvent, ils n'ont pas été à l'école. Pourtant, tous les citoyens, toutes les catégories de citoyens sont représentées. Il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a les adultes, il y a les vieux. Donc, il y a un dialogue de bas en haut en bas, sans cesse, qui permet donc au village d'arriver à un consensus. Le chef de village qui est là, qui est devant, écoute, enregistre tout, et quand il fait la synthèse, cette synthèse traduit donc la volonté générale et fait force de loi. Et les problèmes du village sont réglés donc en fonction de ce consensus qui est réalisé au niveau du village. Je peux aller plus loin. Aujourd'hui, on nous parle de décentralisation, de régionalisation. L'empire du Mali s'étendait de la Gambie actuelle, jusqu'aux confins du Nigeria. Donc c'était un vaste territoire. Nous avons réussi dans cet espace géographique qui est le nôtre à bâtir de grands ensembles. À l'époque où il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, rien du tout. Donc c'était des grands espaces. Comment ces grands espaces étaient gérés? Donc ça veut dire qu'à l'époque, il y avait une décentralisation qui existait et qui fonctionnait et qui permettait aux communautés locales de se gérer, de prendre en charge tout en étant liées à un ensemble qui était l'Empire du Mali ou le Ghana ou le Royaume Songhai, l'Empire Songhai ou tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire que même du point de vue de la décentralisation, il y a des expériences qui peuvent constituer une école pour nous. Comment donc à cette époque on a pu gérer de grands espaces? Ça veut dire donc qu'il y a des solutions endogènes qu'il nous faut construire et cela est tout à fait possible. Encore faut-il que les jeunes d'aujourd'hui aient la curiosité intellectuelle de chercher à savoir dans leur héritage culturel qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'on peut prendre de bon. Il est vrai évidemment que dans le monde moderne, on ne peut pas aller prendre ce qui est dans le passé et simplement donc venir l'appliquer au présent. Et puis ensuite, on peut aussi s'inspirer du fait que n'importe qui n'était pas chef à l'époque. N'importe qui ne pouvait pas être chef. Donc, il y avait certaines qualités morales, éthiques qu'il fallait avoir pour être chef. Le chef, c'était quelqu'un de vertueux. Quelqu'un donc qui avait une conduite exemplaire. Ce n'était pas n'importe qui. Or, le modèle démocratique que nous avons aujourd'hui, n'importe qui devient chef. Quand n'importe qui devient chef, il ne peut faire que n'importe qui. Donc, il y a des valeurs, des règles qui ont fait donc
la force de nos sociétés, qui ont constitué le ciment de nos communautés et auxquelles il va falloir se référer. Quand on prend aujourd'hui les conflits qui nous déchirent, à l'époque, on avait des pactes qui faisaient que, et cela, on a cela en héritage. Vous ne pouvez pas aller dans un village malien aujourd'hui où vous n'allez trouver uniquement des Bambara, ou des Peuls, ou des Bozo, ou des Soucis. Dans chaque village, il y a une communauté Bamana, Dogon, Peul, etc. La preuve, c'est que vous allez dans ces espaces-là, notamment dans le centre du Mali aujourd'hui, où il y a beaucoup de conflits. Le Dogon, il parle Peul. Souvent, il parle même 4 langues. Bambara, Peul, Soraï, tout ce que vous voulez. Donc, nous avions réussi à bâtir une communauté donc imbriquée. Et cela se traduisait dans les mariages que nous avons, de vivre en commun. Et on est étonné aujourd'hui de voir que les Maliens se mettent en s'entretuer. Ça veut dire que quelque chose nous est arrivé. Ça veut dire qu'il y a des repères, des références historiques et culturelles qui sont là, un patrimoine qui est là, même un patrimoine social dans lequel nous sommes appelés à puiser, à condition de rompre donc, avec les modèles extérieurs qu'on cherche à nous imposer aujourd'hui. Donc il est important en tout cas aux jeunes de s'interroger pourquoi aujourd'hui ça ne va pas, parce que quelque part on a lâché les valeurs, les principes fondamentaux qui sont les nôtres, on a lâché leur culture. Conclusion, c'est pour dire que le socle d'un pays, c'est son histoire, c'est sa culture, c'est sa langue. Et c'est dans cela que nous devrions puiser pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Et nous devrions le faire en nous inspirant aussi de l'exemple de nos aînés. Et je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on est en train d'essayer de se poser des questions et de mettre Modibo Keïta à l'honneur, de donner son nom à un aéroport, à un stade, à ceci, à cela, d'essayer de célébrer les anniversaires donc, de la mort de Modibo Keïta. Mais on devrait surtout s'inspirer de son exemple, et de ses réflexions, de son combat, de ses idées, de ce qu'il a apporté donc, au pays pendant la Première République, et de l'exemple qu'il a pu constituer à l'époque, non seulement à l'intérieur du pays, mais à l'échelle aussi de l'Afrique. Il y a d'autres pays où on lui rend hommage. Moi, j'ai été, par exemple, à Cuba. Cuba se souvient toujours de Modibo Keïta. Il y a un portrait de Modibo Keïta qui est là-bas. Ils ont des musées, des choses qu'on appelle ces périodes héroïques de l'Afrique. Parce que la lutte à Cuba aussi a été soutenue par le Mali. Je rappelle souvent aux jeunes quand même Che Guevara est venu au début des années 60. Il était venu au Mali. Le Mali était un passage obligé. Quand vous voyez France Fanon aussi est venu au Mali. Le Mali était un passage obligé pour le grand leader à l'époque. Parce que le Mali était un modèle, un exemple. Et aujourd'hui, c'est devenu un désastre. Donc, essayons donc de nous souvenir de notre passé et de voir qu'il y a des choses qui sont possibles. Si nous acceptons de nous remettre en cause et de nous retourner vers des modèles, des expériences que nous avons connues ici même dans notre pays. Des hommes qui ont été des grands leaders à l'échelle du Mali, à l'échelle de l'Afrique et à l'échelle aussi du renouvellement de la pensée panafricaniste, eux aussi un grand leader du tiers-monde, le non-alignement est un grand concept. Donc il y a des choses qu'il faut revisiter. Et j'invite donc la jeunesse à se plonger dans cette partie de l'histoire du pays. La documentation existe, mais il faut aller à la recherche de cette documentation. Malheureusement, les gens qui ont été les grands témoins de cette époque sont en train de disparaître. Un des derniers géants à disparaître,
feu Seydou Balian Kouyaté, qui nous a quittés dernièrement. Mais je pense qu'il y a certains produits comme Amadou Seydou Traoré, il a une immense bibliothèque. La dernière bataille de sa vie a été de mettre à la disposition de la jeunesse tous les outils théoriques, toute cette histoire, tout ce bouillonnement d'idées et d'inventivité qu'a été la Première République. Donc il y a cette documentation qui existe. Je conseille vivement aux jeunes d'aujourd'hui d'aller fouiller dans cette documentation, de lire, d'apprendre pour pouvoir donc mieux comprendre le présent et inventer l'avenir. Merci. Je vous remercie. Merci vraiment pour cette belle histoire qui, on espère que servira à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter votre vidéo sur le Mali. Je pense qu'il est important que le patriotisme renaît en nous les jeunes et qu'on se batte pour ce qui nous appartient et qu'on arrête d'être distrait et d'être perverti par cette vie-là. En tout cas, on vous remercie encore une fois de plus et à très prochainement. Merci. Ce n'est qu'un devoir de génération. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci sur ça.